maintenant parler d'eau. J'en profite aussi pour saluer Stéphane qui est à l'antenne. Bonjour Stéphane. Et je vais demander donc à Alice de nous rejoindre tout de suite pour sa présentation. 3 tendances, 3 innovations, c'est tout de suite. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc je suis là pour vous parler des tendances autour de l'eau. 3 tendances. La première, Jérémy en a un petit peu parlé, c'est que la ressource eau est une ressource qui est de plus en plus en tension. Et quelque chose qui semblait impossible en France, qui est un pays dit tempéré, devient une réalité avec une accélération du rythme des sécheresses en France. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est sur l'ensemble du territoire. Et ce qui est vrai en France est également vrai à l'international. Jérémy en parlait tout à l'heure. On a une financiarisation de la valeur eau et des places boursières qui commencent à créer des valeurs autour de l'eau, telles que le Nasdaq. Bonne ou mauvaise nouvelle, on pourra en parler, mais c'est une tendance, en tout cas, une exactement. super tendance. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut ça pour les générations futures parmi nos modèles? Ça, c'est la première tendance. Je vous propose de passer à la deuxième tendance. Alors, c'est parti. Deuxième. La deuxième tendance. Voilà. La deuxième tendance vient de la compréhension des métiers de l'eau. Le métier de la gestion de l'eau consiste à gérer des milliers de kilomètres de réseau et des milliers d'usines et d'installations sur le territoire. Et en fait, ces milliers de kilomètres et ces milliers d'installations remontent des millions de données chaque jour. Ça, c'est pour l'exemple de SOR. Et si on passe à la page suivante, en fait, c'est l'utilisation de ces données et le croisement de ces données qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions. Donc, les bonnes décisions pour quoi? Des bonnes décisions d'abord pour donner l'accès à l'eau à tout le monde, et puis une eau de qualité. Également, prendre des bonnes décisions pour réduire l'empreinte environnementale des métiers de l'eau, donc réduire la consommation énergétique, réduire les réactifs et donc limiter l'empreinte sur l'environnement. Et puis le troisième point qui est très important, c'est de changer les comportements, puisque nos consommateurs doivent avoir aujourd'hui une consommation responsable de l'eau, avec cette ressource qui devient de plus en plus rare. Et donc, on doit aussi travailler grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle sur les changements de comportement à long terme dans le domaine de l'eau. Voilà pour la deuxième tendance. La troisième tendance, c'est que, si on peut passer à la troisième tendance, c'est que les données, c'est encore après, c'est que les données qui viennent des métiers de l'eau doivent s'inscrire dans, on parlait tout à l'heure d'hybridation, dans les stratégies Smart Territoire ou Smart City, puisque la consommation en eau et l'eau se nourrit de tout un tas d'informations du territoire. Évidemment la météo, mais également les mouvements de population. On pense au tourisme dans certaines régions où la consommation entre l'été et l'hiver peut être extrêmement variable. Donc il est important que les données de l'eau puissent se nourrir d'autres données sur le territoire afin de croiser davantage de données et en tirer encore des décisions les plus éclairées possibles. Prenons par exemple l'hôtellerie et la restauration qui peuvent être des données de consommation d'eau importantes. À l'envers, les données de l'eau peuvent servir à d'autres domaines du territoire. Je vais donner l'exemple qui est le plus récent avec le projet Aubépine qui a consisté dans le cadre du Covid à analyser les données issues de l'eau usée afin de détecter les mouvements du virus au sein du territoire et de pouvoir regarder la propagation au sein des territoires. Donc les données d'un territoire doivent se nourrir entre tous les domaines du territoire de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions dans le cadre des politiques Smart Territoire ou Smart City. Voilà pour les 3 tendances que je voulais vous donner sur les métiers de l'eau. Eh bien, écoutez, un grand merci pour cet éclairage. On va, pour illustrer justement les tendances de l'eau, rappeler un élu, Denis Thuriot, qui justement sur son territoire a
mis en place de manière très opérationnelle des réponses et qui, je crois, fait partie d'une commission une commission d'élus en matière de gestion de l'eau. C'est bien ça, Denis Thuriot? Alors, pas tout à fait une commission d'élus. Je préside la commission mixte inondation nationale rattachée au ministère de l'écologie et je préside aussi le COPRNM, qui est le Conseil d'orientation de la prévention des risques naturels majeurs, qui s'occupe de tous les risques sanitaires et nucléaires. Donc voilà, ça concerne aussi la problématique de l'eau, effectivement. Alors, vous souhaitez que j'intervienne Ah bah oui, un petit témoignage sur le sujet. Bon, j'ai écouté attentivement. Je partage ce qui a été dit. Effectivement, l'eau est aujourd'hui un enjeu majeur de notre siècle et sûrement pour les siècles à venir. Et dans l'absolu, on le sait, l'eau est millénaire. L'eau se ressource, et se régénère et redescend. Mais en réalité, ce qu'il nous faut, c'est que l'eau de l'hiver soit l'eau de l'été. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et donc, en ce qui concerne le territoire de Nevers Agglomération plus spécifiquement, mais encore une fois, ça peut se répliquer à d'autres, il y a l'eau, comme on dit, l'eau c'est la vie, donc il y a l'eau vitale, c'est-à-dire l'eau qui nous permet de constituer normalement au moins 30-75% d'eau, donc il faut qu'on se réalimente en eau très régulièrement, les animaux aussi, la flore, la faune, les cultures, l'élevage, etc. Mais aussi l'eau qui peut être dangereuse et qui, comme un virus, peut anéantir une économie, peut tuer des gens. Les instances que je préside aussi le fonds Barnier, donc je m'occupe du fonds Barnier qui aide les gens à faire des travaux, notamment quand ils sont en zone inondable, et nous veillons aussi à ce qu'il n'y ait plus de reconstruction, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les marins sont conscients dans des zones dangereuses. Donc vous voyez, l'eau sous son aspect positif et l'eau sous son aspect plus négatif, en tout cas de danger. Donc je vous donne quelques exemples rapidement, puisqu'on est contingenté par le temps, et c'est la règle du jeu. La première des choses que nous avons mises en place sur ces enjeux, c'est de réhabiliter une usine d'eau qui était un peu ancienne et qui, lors de la dernière inondation en 2003, n'avait pas réussi à alimenter pendant très longtemps les populations. Donc cette usine d'eau, elle termine sa mue, elle a été agrandie, et elle fait aussi appel à beaucoup de nouvelles technologies qui n'existaient pas il y a 20 ans, bien évidemment, et qui nous permettent de prolonger l'alimentation d'eau de notre population si véritablement nous étions en fort risque d'inondation. C'est le cas de la Loire. Je rappelle que c'est le dernier fleuve vivant d'Europe, sauvage pas tout à fait, parce qu'il y a des barrages, mais vivant d'Europe, et donc c'est un fleuve qui peut être très bas et très haut très rapidement. Et puis nous avons aussi interconnecté nos réseaux d'eau, puisqu'il y a plusieurs puits de captation d'eau, et donc si un est complètement inondé, ne peut plus alimenter la desserte en eau potable, l'objectif c'est d'aller puiser dans les autres réseaux. Et donc jusqu'à présent, ces réseaux étaient en parallèle et desservaient un certain nombre de bassins de population, et c'est tout aujourd'hui, ils sont interconnectés, donc c'est d'une plus aussi pour permettre d'alimenter. Et puis il y a la problématique des forages, et donc ça nous permet aujourd'hui d'anticiper avec notamment un dispositif qui s'appelle Imago, Imago EAU à la fin. Ça nous permet de mieux connaître les conditions de captage grâce au forage, de fonctionnement. Et la Nièvre, qu'on appelait le vert pays des eaux vives, aujourd'hui n'échappe pas en partie à la sécheresse. Donc ça nous permet d'anticiper des ressources faibles et donc d'être présent sur ce terrain. Donc voilà aujourd'hui les enjeux sur lesquels nous travaillons. Eh ben, écoutez, merci Denis pour ce témoignage. Dans quelques minutes, à nouveau, d'autres connexions. Merci. Peut-être un dernier point, une dernière question. Oui, une dernière chose, parce que ça, ce sont les enjeux. Mais derrière cela, puisqu'on parle d'innovation aujourd'hui chez nous, il y a les moyens que nous mettons en œuvre. Et ces moyens, ce sont des sondes, ce sont des capteurs, je l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont des compteurs intelligents. Et nous avons, en 6 ans, baissé de façon très conséquente, par exemple, les pertes d'eau. Il y avait des fuites d'eau, il y en a dans tous les réseaux dans le monde entier. Aujourd'hui, grâce aux capteurs d'innovation, on est capable de détecter là où il y a une fuite, d'éviter d'aller trouer des routes partout, ce qui coûte toujours très cher aux collectivités et à l'État, et puis surtout de ne plus perdre inutilement d'eau dans les réseaux qui ne servent plus à rien, qui est perdu. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et puis nous mettons en place des startups pour qu'elles expérimentent de nouvelles solutions pour le traitement de l'eau en situation de crise, et notamment un partenariat avec Innovaya. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Des pays le font beaucoup, l'Israël et bien d'autres, mais l'enjeu, c'est pas très glamour, comme je le dis, mais c'est le retraitement des eaux usées pour les transformer en eau potable. Et qu'on le veuille ou non, ça serait indispensable, et notre territoire est en train de travailler cette voie, parce qu'aujourd'hui, je le disais, en plus que nous ne devons pas perdre une seule goutte d'eau, je pense aux serres aussi, pour les agriculteurs aujourd'hui, tout tombe par terre, et je ne dis pas que c'est perdu, ça reconstitue effectivement des couches d'eau à aller chercher, mais malgré tout, on pourrait faire bien plus
simple. Il faut aussi mettre en harmonie toutes les lois, parce qu'il y a la loi sur la biodiversité qui ne facilite pas les bassins de rétention, mais je pense que tout ça peut s'harmoniser. Et donc, dans le cadre d'une stratégie Smart City, on parlait beaucoup de data tout à l'heure avant moi, et donc cette data autour de l'eau, elle sert aussi aux autres politiques publiques que nous menons, et l'interconnexion finalement entre les data nous permet d'être beaucoup plus efficace et de mieux connaître les besoins de nos populations. Donc c'est ça l'intelligence, l'innovation intelligente au service de l'homme, au service de notre quotidien, à tel point qu'on ne finit même plus par s'en apercevoir, parce que ça semble naturel. Et au niveau de Nevers Agglomération, nous le portons notamment, et grâce à Jérémy Destel, par un partenariat avec une ville portugaise qui s'appelle Fundao, et dans le cadre du projet Urbac, donc d'un projet européen. Vive l'Europe, ne la quittez pas. Ça s'appelle l'hybridation aussi de tout cela. Un grand merci. Le maire de Fundao sera des nôtres ce jeudi matin. Et on aura d'ailleurs un focus sur l'Europe, puisque d'autres plaques linguistiques se mettent en connexion avec le village francophone pour développer, allons-y, un village lusophone, un village hispanophone, germanophone. Seule condition à nos yeux pour faire le poids par rapport à des acteurs de la tech qui ont des marchés très homogènes, comme les Américains, comme les Chinois, qui souvent, avec des technologies qui ne sont pas forcément meilleures, gagnent de par leur fluidité de marché. Merci à tous les deux.